Laurent Roland Henriquez, bonjour. Mori Agua, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. La semaine dernière, vous avez manqué aux téléspectateurs. Ils ont demandé d'après vous. J'avais eu à le dire, vous étiez appelé à d'autres fonctions. Vous revenez de très loin, vous nous revenez de la Turquie et il faut reconnaître que vous êtes parti en Turquie dans des conditions où quand même il y a eu vraiment un cataclysme en Turquie. Oui, bon, c'est vrai que je partais lundi dernier, j'étais sur le plateau, bien évidemment, quand j'ai reçu le message selon lequel il y a tremblement de terre en Turquie. Je devais me rendre là-bas le soir, je devais prendre le vol à 0 heure. C'est vrai que beaucoup de mes proches avaient peur, ils ne voulaient pas que je parte, mais bon, la vie, c'est aussi des risques. Oui. Je suis parti, bien évidemment. Oui, c'est vrai que ce pays a été touché. Il faut aller voir peut-être l'ampleur des dégâts, pas au-delà de ce qu'on voit dans les médias, la télé. Je crois qu'il fallait voir sur place ce qui se passe. J'avoue que c'est assez grave ce qui s'est passé dans ce pays. Des gens qui ont perdu tout ce qu'ils ont, bien évidemment. Et vous imaginez des maisons qui ont été englouties en trois sous-sols, bien évidemment, parce que quand il y a eu comme la terre, je dirais en griffe, a avalé certaines maisons. On a vu des immeubles s'effondrer comme un château de cartes, et puis 23 millions de personnes sans abri. Sans abri, et j'avoue que vous imaginez que dans des endroits, il y a eu tremblement, les gens sont sous le sol, la température c'est moins 7 degrés. Oui. Et il y a moins 7 degrés, et encore, à 24 degrés où on voit des gens à Cotonou porter des habits comme... Et là, le pire encore, c'est que la mer Noire a débordé. Et donc, les gens sont sous les décombres, il y a la mer Noire qui vient aussi s'ajouter, qui déborde, qui vient s'ajouter. Donc, c'est assez difficile. Il y a eu des enfants qu'on a pu sauver. Il y a eu un enfant qui est né sous les décombres. Né sous les décombres? Oui, sous les décombres. Malheureusement, la mère et le père n'ont pas survécu. Mais l'enfant criait, le bébé criait. Quand ils sont allés là-bas, il était encore relié au cordon ombilical de sa mère, mais encore en vie. L'enfant a été sauvé, mais la mère est partie. J'avoue que les Turcs, j'ai vu ce qu'on appelle la solidarité. Tout le temps, dans toutes les villes, les gens font des cadeaux. Même les plus pauvres prennent ce qu'ils ont, en tout cas ce qui reste pour eux comme réserve, et vont donner volontairement. Des associations sont constituées. Et le président même turc qui a fait une déclaration d'ailleurs qui dit que c'est vrai qu'il ne pouvait pas aller contre la volonté de Dieu pour ceux qui sont morts, mais ceux qui sont en vie, ils ne débourseront pas, même pas un centime pour reconstruire leur maison, ceux qu'ils ont perdu, et on leur reconstruira ça, en tout cas mieux que ce qu'ils avaient. Je crois que c'est un pari. Il a été sur plusieurs sites d'ailleurs pour voir ce qui s'est passé. J'avoue qu'il faut vraiment prier pour ne pas subir ça, parce que des pays comme nous, si nous subissons ça, on va disparaître de la carte d'Afrique. J'imagine ce qui peut arriver pour les populations. Vous imaginez. Et je crois qu'ils ont fait un pari, c'est que tout sera reconstruit en 3 ans. Tout sera reconstruit en 3 ans. En tout cas, au plus en 3 ans. C'est le pari pris, mais les milliers de personnes mortes, on ne les retrouvera plus. Non, il y en a qui sont encore sous les décombres. Je vous imagine que jusqu'à hier encore, on a encore ressorti des gens qui sont vivants. Ah bon? Oui, des gens il y a des gens qu'on ressort, mais qui sont déjà morts. Mais il y en a qui, bizarrement, sont encore en vie, mais très affaiblis, et qui sont réanimés. Les secours, je crois que quand nous on descendait à Istanbul le mardi, il y avait des secours qui venaient de tous les pays du monde pour venir. Je crois que le président sénégalais, lui, il a déboursé 600 millions pour soutenir le pays. Je ne sais pas ce que le Bénin a fait de toute façon, mais beaucoup de pays envoient. L'organisation avec laquelle moi je suis rendu en Turquie s'est associée à une autre organisation pour faire aussi un don symbolique par beaucoup de choses. Parce que vous allez voir, même des étudiants, des jeunes, se lever, carrer leur voiture, donner quelques habits, quelques couvertures, donner de l'eau, donner à manger. Je crois que c'est une solidarité qui vous avez vu un exemple de solidarité. Un vrai exemple de solidarité. Je pense quand même que c'est des choses que vous faites bien de partager avec nous au Bénin, afin que davantage, au quotidien, nous puissions cultiver la solidarité. Bien évidemment, je crois que cet exemple de solidarité, c'est à copier. Et les autres villes n'ont pas dit, ce n'est pas nous. Tout le monde, je vous assure que tout le monde se débrouille pour apporter quelque chose. Comme je l'ai dit, des gens donnent de l'eau, les gens vont dans les restaurants et commandent peut-être 50 plats, 100 plats de nourriture, emballés, envoyés. Les gens voient ce qu'ils ont à la maison, des tenues, vont acheter des couvertures dans les magasins, emballés, envoient des cartons, des sacs. Je crois que
à l'avenir, on ne souhaite pas ça, mais dans nos pays, que les gens soient aussi solidaires de cette manière, et ça construit. Ça construit, vous l'avez dit, merci, bonne arrivée. Je sais que peut-être encore vous serez rappelé à nous laisser quelques jours encore d'ici à là, mais nous allons continuer l'œuvre que nous avons entamée. C'est l'œuvre républicaine, c'est ça? Républicaine. Et donc, nous allons revenir dans le vif du sujet, pays émergents. Est-ce qu'on va démarrer par pays émergents? Je vais plutôt demander à Akilas de nous afficher Info Matin, et qui nous dit que c'est sans surprise que le président Louis Vlavono a été réélu, alors que Laurent Roland Tonné-Ikès, il fallait être quand même à l'Assemblée nationale. C'est vrai que les tractations ont commencé il y a quelques jours. Nous avons eu l'exclusivité de l'information que le président Vlavono sera élu, mais la température, ou du moins l'émotion qui rayait dans cette salle-là hier, c'était à croire que on pouvait douter de son élection. Mais pensez-vous que c'est sans surprise que Louis Vlavono a été reconduit président? Je dirais oui et non. Oui, peut-être parce que, oui, à un moment donné, il a fallu discuter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, donc, ça ne surprend pas certaines personnes qui étaient dans les secrets. Mais pour moi, c'est plus ou moins une surprise, sachant que avant cette élection, et je le dis, et je sais que ceux qui sont dans le secret de l'information savent que ce que je dis, ce n'est pas faux. La mandature, 8e mandature, à un moment donné, il y avait deux camps. Un camp acquis à la cause de Louis Vlavono, un camp à la cause de quelqu'un dont le nom a circulé, comme quoi c'est lui qui devait prendre le perchoir de l'Assemblée après Louis Vlavono. Et quand on sait qu'après les élections, il y a des discussions, et quand on sait que les gens avaient annoncé Job Boni président de l'Assemblée nationale, qu'ils vous souviennent que je suis venu ici pour dire que ce n'est pas évident qu'il soit président. Tout à fait. Déjà, dès les premières heures, après sa démission, je disais que ce n'est pas impossible, c'est impossible. Donc, et puis déjà, après les élections, les résultats que Job Boni a pu avoir à Cotonou, déjà, si on forçait les choses pour le mettre là, ça va contribuer à diviser le parti. Parce que les gens ne le voient pas comme un leader qui s'est imposé dans la 16e circonscription électorale. Il y a un problème. Et sachant que dans certaines localités, d'autres ont eu des résultats. Quand je prends Louis Vlavono, dans sa localité, il a pu avoir des résultats encourageants. Quand je prends le Koufo, les gens ont pu avoir des résultats encourageants qui arrangent le chef d'État. Quand je prends l'Atakora, avec Kassa, il a pu avoir des résultats encourageants pour qui confortent plus ou moins la mouvance présidentielle. Et quand on sait que dans les coulisses, le nom d'un certain Gérard Gounossi avait circulé, et que finalement, c'est Louis Vlavono qui est reconduit, on peut dire que c'est une surprise. Parce que Gérard Gounossi, son nom était en tout cas au niveau de toutes les informations, de toute façon. Et je vous ai dit dans ce Vous avez dit que c'était peut-être ces détracteurs qui... Quand les gens communiquaient pour lui, je disais que cette information, telle que c'était communiqué, ce n'était pas évidemment peut-être lui-même, mais sachant que Patrice Talon n'aime pas ça et qu'il n'est jamais là où on l'attend, que c'était possible qu'avec cette communication, son nom soit soustrait des potentiels présidents en tant que candidat pour le perchoir. Et donc, je considère que quand on regarde un peu, on fait les calculs et on regarde la situation, certainement une communication à outrance n'a pas servi Gérard Gounossi. Certainement, les résultats obtenus à Cotonou n'ont pas servi à Joseph Job Boni, et qu'au bout du fil, à un moment donné, il va falloir peut-être alors opter pour quelqu'un que même si à un moment donné, sur bien des questions, n'a pas fait la volonté du chef de l'État à 100% la semaine, contrairement à ce qu'on peut penser, dans les coulisses, si les initiés vous diront qu'il n'a pas satisfait à toutes les exigences du chef de l'État. Nous parlons de Louis Vlavono. Oui, à un moment donné, il y a eu un problème entre les deux, ce n'est pas connu de tous. Mais si aujourd'hui il a été reconduit, c'est qu'à un moment donné, tout au moins, on se rend compte que, puisque les acteurs ne s'entendent pas, et dans une certaine mesure, il va falloir peut-être reconduire celui-là qu'on maîtrise un peu. Ce qu'on appelle le moins de mal. Le moins de mal. Et non seulement ça, il vaut mieux un diable qu'on connaît, c'est ce que j'oublie l'expression là. Bon, je ne connais pas. Donc, je pense que dans une certaine mesure, Louis Vlavono réélu, pour moi, c'est oui, une surprise, c'est aussi non,
pas une surprise. Mais j'ai envie de vous poser une question. J'ai comme impression que, avec ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale hier, que la 9e législature sera une législature très animée, où il y aura beaucoup de débats, il y aura beaucoup de chocs d'idées, de confrontations d'idées. Et déjà, ça ne rate pas. Hein. Vous avez vu, aussitôt élu, notre cher deuxième vice-président, Léon Arossi, a déjà commencé par donc parler de cette affaire. Il a saisi le président de l'Assemblée nationale. Voilà, je crois que je vais lire rapidement. Il dit demande de documents. Monsieur le Président, il circule abondamment en ce moment sur les réseaux sociaux que la 8e législature aurait voté une résolution tendant à proroger le paiement des émoluments aux députés de cette législature qui ont terminé leur séjour à l'Assemblée nationale. Au cas où cette information serait fondée, je souhaite auprès de votre audience une copie de la dite décision pour mieux en comprendre les motivations. Très bien. Et donc, je crois que l'information circulée, c'est que les députés de la 8e, en tout cas qui sont allés à la retraite, est-ce qu'on dirait anticipé de toute façon, c'est qu'on va continuer à leur payer les émoluments pendant un mois donné, alors qu'en réalité, on dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays pour certaines choses. C'est les 4 vérités qui en ont parlé, oui. Voilà. On dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays pour certaines choses, mais on pense qu'on peut continuer à payer des émoluments à certains députés. Je crois que c'est sur cette question que Léon Arossi interpelle le président de l'Assemblée nationale. Fort malheureusement. Est-ce que vous trouvez cela normal? D'abord, fort heureusement, c'est celui qui était président de l'Assemblée nationale qui a été reconduit, qui est là. Donc, il doit pouvoir répondre clairement. Alors, je pense il doit répondre clairement sur les motivations de cette décision. Alors, si je trouve ça normal, vous pouvez vous demander. Oui. Pour moi, c'est anormal. C'est une aberration. Des gens qui ont reçu des millions par mois pendant 3 ans. S'ils n'ont pas pu... Pendant 4 ans? Non, c'est 3 ans. 2019 à 2022. Janvier 2023. 4 ans. Non, c'est 3 ans parce qu'ils ont commencé en 2019 et ils ont fini en 2022. C'est en décembre 2022, puisqu'en janvier 2008 et janvier 2023, il y a élection, donc réglementairement. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je trouve que c'est une aberration que de continuer à faire cette pagaille dans ce pays. On nous dit qu'il n'y a pas de l'argent. On nous dit qu'il n'y a pas de moyens pour acheter des matériels pour les sapeurs-pompiers. Je vous ai dit, et je l'ai dit sur ce plateau, et c'est moi qui le dis, je ne le dis pas au hasard. Au centre de santé, à l'hôpital de zone de la Bomé-Calavi, les femmes dans la salle d'accouchement manquent de lits. 2 femmes pour accoucher se couchent, en tout cas, sur le même lit. Il y en a même qui d'une place. Et voilà, il y en a même qui finissent. Quand j'étais étudiant, quoi. Il y en a même qui finissent d'accoucher, qui se couchent à même le sol. Et je crois que ce dont il parle là, c'est les disciples peuvent aller voir ça. Et on n'a pas l'argent pour ces choses-là. Et on pense que ceux-là qui en a donné 3 millions, ou bien je dis 5 millions. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est au moins. Oui, ben, il est temps qu'on affiche aussi les salaires des députés. Je ne sais pas pourquoi on nous cache les salaires. Afficher les salaires des ministres et des députés. C'est plus de 3 millions, plus de 2 millions tout au moins par mois parce qu'ils en ont même trouvé et ils donnaient 400 000 francs à leurs suppléants. Ceux-là, on pense qu'il faut continuer à leur payer des émoluments alors qu'ils ont fini. Parce qu'ils n'ont pas préparé peut-être leur retraite anticipée. Je crois que d'abord la politique, ce n'est pas une carrière. Vous avez été élu à tout hasard, c'est une chance pour eux. Parmi eux, certains ont ramassé le titre de député par terre en 2019, appelant Chacha. Ils n'ont pas fait quelque chose pour mériter le titre de député, beaucoup parmi eux. Parce qu'il n'y a même pas élection dans certaines localités, ils ont été députés. On a peut-être quelques 100 ou 200 votants, ils ont été élus députés. Et ceux-là, maintenant, on ne finit pas de régler les problèmes des citoyens. On pense qu'il faut voter une résolution pour continuer à leur payer de l'argent. Je crois que c'est une aberration. Et faire des choses comme ça, je crois que le peuple finira par prendre ses responsabilités un jour. Que les politiciens arrêtent de se jouer, en tout cas de se foutre des Et puis c'est l'argent de qui? L'argent du contribuable, c'est notre argent. Parce qu'en l'État aujourd'hui, Patrice Talon ne tend plus l'argent à la France ou aux États-Unis pour avoir. Ne tend plus la main à la France ou aux États-Unis pour avoir de l'argent. C'est ce que nous contribuons, nous cotisons dans le pays qu'on utilise. Cela suppose que c'est notre argent. Et donc chaque citoyen est en mesure d'interpeller le président de l'Assemblée nationale si
ce dont parle Léon Basile Arrossi est fondé, il a l'obligation de sortir le document, de donner aux députés, qu'on voit clair et de sursoir au plus vite à une telle résolution. Sursoir au plus vite à une telle résolution. Dynamisme Info, allons maintenant vers les élections proprement dites, où quand même à l'élection du président de l'Assemblée nationale, où il y avait quand même deux candidats, nous avons constaté que le président Vlavonou avait obtenu 77 voix contre 30 pour son challenger. C'était une dame. Donc, Dynamisme Info pense que des députés de la mouvance, en mot de trahison, parce que déjà avec les démocrates, qu'on sait bien qu'ils sont au nombre de 28, ils ont obtenu 30 voix. Et à l'Assemblée, quand même, ça a suscité beaucoup de joie dans le camp des démocrates qui se sont levés pour applaudir fortement. Mais au finish, au cours des élections, j'ai vu quand même que pour un poste ou un autre, il y avait quand même des députés, que ce soit BRUP, qui ont voté également pour des candidats, pour par exemple Léon Arrossi. S'ils n'ont pas voté pour lui, il n'aurait pas été élu. À d'autres postes, on a remarqué quand même que les voix ont été partagées et tout. Donc on n'a pas observé strictement les 28 députés démocrates LD en bloc, quelque part, et puis uniquement UP et BR soutenir chaque fois totalement les candidats UP ou BR. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de trahison ou de députés de la mouvance en mot de trahison? Je ne pense pas qu'il y ait de trahison. C'est le jeu politique. Le jeu politique. Le jeu politique voudrait que peut-être que les gens ne font pas unanimité derrière leur candidature pour qu'on dise que dans une certaine mesure, ils sont tous acquis à la cause de Patrice Talon et que c'est des, excusez, de nouveaux godillots pour Patrice Talon. C'est un jeu politique, ce n'est pas une trahison. Vous savez, tel que ça se fait, pour les naïfs politiques, ça peut tromper. Pour dire qu'il y a deux qui ont trahi. Deux n'ont pas trahi. Les deux ont accompli une mission. Pour montrer qu'en réalité, il y a des gens de la mouvance qui ne sont pas d'accord pour ces candidats-là, qui ont voté pour l'opposition. C'est du leurre. Pour moi, c'est du leurre. Ils savent que je dis les choses telles que je les pense. Ça peut les choquer. Mais pour moi, c'est du leurre. C'est une image en réalité qu'on nous projette là. Pour dire, regardez, il y a deux de la mouvance qui ont trahi, qui sont allés vers les démocrates. De quoi parlons-nous? Si les deux là sont garçons là, ils ont vraiment trahi là, que demain matin à la première heure là, qu'ils fassent une déclaration pour dire qu'ils ne sont pas d'accord de la manière dont les choses se passent à l'Assemblée nationale. Et c'est là que je verrai que réellement il y a trahison. Vous voyez un peu? Et donc, maintenant pour la mouvance, vous savez, Léon Basile Arrossi, il occupe quel poste? Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est en cas d'absence du président de l'Assemblée nationale que le premier vice-président de l'Assemblée nationale prend. Et en cas d'absence des deux premiers, c'est là que le deuxième vice-président, il n'a pas le pouvoir. De quoi parlons-nous? De quoi est-ce que nous applaudissons ce matin, depuis hier? Non, il n'a pas de pouvoir. Il n'a de pouvoir que quand deux personnes sont... Et la probabilité que ces deux soient absents, elle est faible. Elle est très faible. D'accord? Donc, dans une certaine mesure, pourquoi on n'a pas confié le poste de premier vice-président à quelqu'un du Parti des démocrates? Pourquoi ils ne sont pas allés voter tous pour le candidat des démocrates pour le poste de premier vice-président? Pourquoi ils n'ont pas voté pour un démocrate pour le poste de premier questeur de l'Assemblée nationale? Parce que c'est lui qui va détenir l'argent du Parlement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc je pense qu'au-delà de tout, c'est un jeu politique qui se fait. L'Assemblée, c'est le rôle de la politique dans une certaine mesure. Donc il y a un semblant de jeu politique où on nous montre que bon, les UPBR, là, il y a deux qui ont trahi, qui sont allés de l'autre côté. Et donc attention, on peut avoir l'espoir. Quel espoir? Revenez sur terre. Aucun espoir. Revenons sur terre. C'est vrai que les démocrates ont déjà planté le décor dès hier. Oui. Et il y a un regain d'espoir. Le peuple peut continuer à compter sur eux. D'ailleurs, même ils savent en l'État qu'ils ne doivent pas trahir le peuple parce qu'ils vont le payer très cash, bien évidemment. Ils sont surveillés comme du lait sur le feu. Et donc, dans une certaine mesure, ils n'ont pas d'erreur à faire. Mais pour autant, c'est-à-dire que le jeu politique, ça ne manquera pas. Vous ne serez pas surpris que demain, pour des postes peut-être au niveau de la représentativité du Parlement béninois dans les instances, que des députés des démocrates aillent voter pour soutenir la candidature, la proposition de telle personne de la mouvance. Ça ne va pas être une surprise. Donc c'est un jeu politique. Donc je pense que les deux dont on parle, que beaucoup peuvent traiter de trahison, je pense.
Je ne pense pas. C'est un non-lieu. Pour moi, j'avoue que je suis de votre avis. Pour moi, sur les lieux et sur place, après le premier vote, c'est l'impression que j'avais eue aussi. Mais après, quand j'ai vu la suite des élections, le déroulement des élections, les élections aux autres postes, j'ai compris que bon, il n'y avait pas eu de trahison, que c'était vraiment un jeu politique. C'est un jeu politique. On retient donc Laurent Roland qu'est-ce au poste de président que c'est bien Louis Vlavonou de l'Union progressiste, le Renouveau, et puis au poste de premier vice-président Barthélémy Kassa, vous voulez parler de lui, du bloc républicain. Oui, Kassa, quand vous voyez les résultats de Kassa dans le... En fait, c'est ça le problème, véritable problème. Il y a des actes qui ont été posés qui confortent Patrice Talon, mais il y a d'autres actes qui ont été posés qui vont peut-être mettre Patrice Talon en difficulté. Je m'explique. Quand vous regardez la partie Atakora, où Kassa a fait un bon score dans sa localité, le prendre dans le bureau, ça arrange Patrice Talon parce que ça permet de le maintenir là pour pouvoir espérer avoir un bon résultat dans cette localité grâce à lui. Mais quand il prend la zone du Koufo, Benoît Chiki ne revient pas dans l'équipe, par exemple, ou qu'on ne voit peut-être qu'il sera, peut-être qu'il va continuer à être président de commission. Mais toujours est-il que, oui, on dira que... Il faut signaler aussi l'absence du bureau. Marion Kakpo. Oui, Marion Kakpo. Non, on va revenir, mais je voudrais vous signaler l'absence de Dakwe Sossou. Oui, Dakwe Sossou et Marion Kakpo sont de la même circonscription électorale. Voilà, oui, c'est ce que je dis. Dakwe Sossou sort, Marion Kakpo vient. Ça veut dire qu'au moins cette région-là, on maintient toujours un fils du terroir qui est représenté. Mais dans le Koufo, il y a un problème. J'estime que dans l'État, est-ce que ça ne va pas être un problème pour Patrice Talon à partir de 2025? Est-ce que les populations du Koufo pourront faire bloc? C'est vrai que quand on dit faut faire bloc, ils ont eu de bons résultats. On sait qu'il y a des choses à dire, bien évidemment, sur les résultats qui ont été obtenus dans cette localité. Et ce n'est pas à moi de le dire, ils savent ce dont je parle. Mais je dis, dans une certaine mesure, c'est que c'est les acteurs qu'il ne faut pas mettre à la touche. Il vaut mieux chercher à comprendre avec eux. Sachant qu'on a déjà mis à la retraite anticipée le patriarche à Bruno Moussou contre son gré en griffe, il y a qu'il faut faire quelque chose pour contenter, pas pour contenter, mais pour continuer à mériter les suffrages des électeurs du Koufo. Continuer à mériter les suffrages des élections du Koufo, des électeurs du Koufo. Nous allons continuer au poste de deuxième vice-président Léon Basile à Rossi, les démocrates, et au poste de premier questeur, c'est Amadou Djibril Labiou, l'Union progressiste, le Renouveau. Et nous avons deuxième questeur, Chantal Aï, justement, dont on va parler. Chantal Aï, Amadou, c'est vrai qu'on a vu que c'est la nouvelle tête, bien évidemment. Et donc, certainement, le chef, le maître à penser, a certainement des pions à déplacer. Donc, on attend de voir ce à quoi... Le maître à penser a des pions à déplacer. On attend de voir ce à quoi va servir ce monsieur. Mais il faut avouer que cette dame, pour moi, personnellement, m'a toujours sidéré. Ce n'est pas sa manière de faire. Elle n'est pas agitée. Elle a la tête sur les épaules. Elle a une certaine tempérance que moi, j'admire personnellement. On rappelle qu'elle a été élue dans la 15e. Dans la 16e. Dans la 16e électorale. C'est le seul député bloc républicain. C'est le seul député, en tout cas la seule députée du bloc républicain dans la 16e, bien évidemment. Et donc, elle, c'est une femme assez compétente. Pas agitée comme on a pu voir avec certaines de ses collègues par le passé. Et je précise qu'elle est aussi à la Fédération de football. Pour le poste des femmes, bien évidemment. Donc, je crois que de ces personnes à l'Assemblée nationale, elle a pris la parole au cours de la dernière législature, elle a beaucoup pris la parole pour poser des questions au gouvernement. Je crois que ces personnes-là, même si on n'est pas pour autant d'accord avec toutes leurs formations politiques, il y a de ces éléments pris individuellement qui sont des valeurs qu'il faut continuer à promouvoir. C'est ça. De ces éléments qui sont des valeurs qu'il faut continuer à promouvoir. Il faut également dire quand même que c'est la seule femme de ce bureau. Oui, et c'est ça là. Est-ce positif ou négatif? Et c'est négatif. Et c'est là où je reviens avec ce pouvoir en place. Ce pouvoir nous a toujours chanté qu'ils font la promotion de la femme. On a voté une loi pour dire que le pouvoir ne chante pas. Le pouvoir l'a fait, puisque à la 8e législature, il vous souvient que c'était une femme qui était première vice-présidente, à la personne de Talata. Vous avez dit. Sur combien de personnes dans le bureau, il y a combien de femmes? Oui, il y a une seule femme, mais... Ce dont moi je parle... le gouvernement en place fait la promotion de la femme. Écoutez... nous avons 29 femmes maintenant à l'Assemblée nationale. Si vous voulez,
Nous allons revenir dans une émission spéciale. Nous allons prendre la liste de l'Union progressiste. Nous allons prendre la liste du Bloc républicain, la liste de l'UDBN, la liste du Moël Bénin. Je parle des partis de la mouvance. Et nous allons décortiquer pour voir combien de ces partis ont mis les femmes premières titulaires sur les listes. C'est là que commence le débat. D'accord. Les femmes qui ont été élues dont vous parlez là, ont occupé quel rang? Elles sont au niveau des postes, des sièges réservés pour les femmes. Ça veut dire que quoi? Si leur liste n'avait pas... Pas que. Parce que c'est d'ailleurs parce qu'il y a une femme qui a été suppléante d'un ministre qu'on a obtenu 29 maintenant à l'Assemblée nationale. Ça, vous avez dit un, c'est pas... Oui, bon, oui, comme vous dites... Ils sont combien de ministres élus? Environ 5 ministres. Ils sont 5 ministres élus. Oui. Donc c'est une seule femme, c'est pour un seul ministre qui a une femme suppléante. Première chose, d'accord? Les femmes qui ont été à l'Assemblée, la grande partie, là, c'est les femmes qui ont occupé le siège, en tout cas le siège réservé pour les femmes. D'accord. Il n'y a pas de femmes titulaires pour autant. Chantal Aïe, oui, et ça c'est l'exception. Dans la Cotonou, elle est titulaire, tête de liste. Mais dans les autres, combien de femmes sont titulaires? Même deuxième, troisième titulaire, on n'a pas mis les femmes. Et vous voulez parler de position de femmes. Donc ce problème que vous posez se lit dans le bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que les gens ont juste tenu compte des 24 femmes là qui seront issues, en tout cas des élections pour les listes qui auront la majorité, pour ne pas positionner suffisamment les femmes. S'ils n'avaient pas de femmes, s'ils n'avaient pas la majorité, ça veut dire que le nombre de femmes allait diminuer. Je pense qu'à ce niveau, il faut travailler autrement. Et je pense que dans l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, il y a certainement des valeurs. On peut prendre au moins 2 femmes quand même. 2 femmes. Oui, on l'espérait. On l'espérait, mais malheureusement, on n'a pas eu. Premier secrétaire parlementaire, Maouyon Kakbo, on a parlé de lui, qui signe son entrée à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il avait été élu déjà une fois. Il avait été élu déjà une fois à l'Assemblée. D'accord. Ça ne fera pas. Mais je donc, crois il signe alors son retour. C'est des éléments sûrs de Patrice Talon. Et puis, je ne voudrais pas vous faire rire. Hier, donc, au cours de la cérémonie, l'honorable Éric Koundoté est donc intervenu sur un propos, et les confrères avec lesquels j'étais ont dit qu'il a testé le micro. Non, je crois que oui, cette législature va bouger beaucoup. C'est vrai que ce que je vais demander aux opposants, c'est de ne pas aller dire tout le temps là-bas que ce que Patrice Talon fait, c'est mauvais. Et quand c'est bon, il faut le dire. Que ce soit qui ne voit pas le diable partout. Voilà, que ce soit pas des débats de dénonciation, de critiques tout le temps, mais que ce soit des débats de propositions. Objectifs, de propositions qui puissent faire avancer le pays, voilà, développer le Bénin. Qu'ils fassent des propositions, quand ils vont faire des propositions que les gouvernements ne vont pas prendre en compte, le peuple peut les suivre facilement. Mais quand ils vont rester là à critiquer, parce que je l'ai toujours dit, si vous êtes dans une localité où vous n'avez pas l'eau, que Patrice Talon, grâce à Patrice Talon, vous avez l'eau potable, si on vient vous dire que Patrice Talon est mauvais, ce n'est pas évident que vous croyiez ceux qui vous disent qu'il est mauvais. Parce qu'on a peut-être vu ceux qui vous disent qu'il est mauvais là, passer par là, par le passé, mais n'ont pas pu vous donner de l'eau. Donc je crois que le débat aujourd'hui, ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais c'est de critiquer en étant objectif et en faisant des propositions. Critiquer en étant objectif, en faisant des propositions, on va s'en arrêter là. Laurent Roland-Tonnerre-Ikes, parce qu'on aura le temps de revenir sur certains aspects, notamment tout à l'heure dans la rubrique Actu décalé qui sera consacrée au décryptage des premiers pas de la 9e législature. Et dans cette rubrique, on aura le temps peut-être de revenir sur le discours du doyen d'âge de l'Assemblée nationale, pourquoi pas le discours également de Noureni Achale au nom du parti Les Démocrates. On pourra revenir sur un certain nombre de choses. Donc on peut s'en arrêter là. Laurent Roland-Tonnerre-Ikes, merci déjà pour votre contribution.